19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 12 décembre 2024. Rencontre d'échange et de plaidoyer ce matin sur le rôle des détenteurs d'obligations envers les personnes vivant avec le handicap, notamment les femmes et les enfants en situation de handicap mental et moteur cérébral. La rencontre a été présidée par le ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux, Nafissatou Zakou Nasser Seydou. C'est dans le but de mobiliser les énergies et les ressources nécessaires pour répondre aux défis auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap que cette rencontre d'échange et de plaidoyer sur le rôle des détenteurs d'obligations envers les personnes vivant avec le handicap, notamment les femmes et les enfants en situation de handicap mental et moteur cérébral, a été organisée. Ces défis se résument entre autres aux discriminations, à l'accès à l'éducation et à l'emploi, entre autres. Les personnes atteintes d'IMC sont confrontées à des difficultés de santé de leur vie de tous les jours. Et cela s'ajoute la stigmatisation, la discrimination, le poids psychologique de la dépendance et de l'isolement social, sans oublier leur non-accès à l'éducation. Car en ce sens, je ne terminerai pas mes propos sans ajouter des recommandations telles la sensibilisation à grande échelle de la société sur le handicap moteur cérébral, à la non-discrimination, à la non-stigmatisation, à la scolarisation de ces enfants et à l'inclusion, car ce sont des parties entières de notre société. Cette rencontre d'échange et de plaidoyer qui coïncide avec la Journée internationale des personnes handicapées est une occasion pour la coordinatrice du système des Nations Unies de revenir sur le choix du thème ainsi que la situation des personnes handicapées. Ce thème nous invite à renforcer notre engagement pour protéger et promouvoir les droits de nos concitoyens les plus vulnérables. Je tiens à rappeler la tenue en décembre 2022 de la table ronde sur la promotion de la protection des droits des femmes et enfants en situation de handicap mental au Niger, qui a abouti à la déclaration de Niamey. Selon les données du recensement de 2012, 4,2% de la population nigérienne, soit plus de 700 000 personnes, vivent avec un handicap, mais également 3% d'entre ces personnes seulement 3% de ces personnes sont alphabétisées. Ces chiffres reflètent des potentiels inexploités et des vies trop souvent laissées de côté. En particulier, les enfants en situation de handicap mental et moteur cérébral restent largement exclus des systèmes d'éducation, de santé et d'autres services essentiels. Après une lecture de la déclaration dite de Niamey, issue de la table ronde sur la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants en situation de handicap au Niger, le ministre de la Justice, des droits de l'homme a souligné l'importance de ces assises. Cette activité s'inscrit dans les efforts du Niger pour renforcer l'inclusion sociale et la protection des droits humains, en cohérence avec les objectifs de développement durable ODD 16 et les engagements du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie PRSP du Niger. Elle met en avant l'importance de la participation de tous, notamment des personnes vivant avec un handicap, dans la construction d'une société plus juste, inclusive et équitable. De plus, cette initiative contribue directement à la mise en œuvre de recommandations de l'examen périodique universel (EPU), notamment les 8 recommandations spécifiques à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Par cette rencontre d'échange et de plaidoyer, le Niger réaffirme son engagement à respecter ses priorités tout en avançant vers une meilleure inclusion sociale et une gouvernance participative. Cette rencontre a été marquée par un témoignage d'une fille âgée de 28 ans en situation de handicap.
soulignant enfin que cette semaine sera jalonnée d'activités destinées à célébrer les droits humains sous toutes leurs dimensions, permettront de mettre en lumière les progrès accomplis, mais aussi de réfléchir ensemble sur les défis. Baisse progressive de température accompagnée parfois de vent, tel est le climat qui prévaut au Niger. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Élément de réponse avec le chef de division prévision météorologique Ousmane Bawa. Qui explique cela, c'est d'abord la descente des froids qu'on peut voir ici, n'est-ce pas? Parce qu'il faut voir pendant la saison sèche. Ce sont ce qu'on appelle les vents du nord-est, ce sont des alizés, n'est-ce pas, qui descendent dans nos régions. Et l'Afrique, en tant que telle, en tant que continent, ne peut pas se démarquer du climat global. Quand je parle du climat global, c'est-à-dire qu'il y a une interconnexion entre les différents continents, également entre les différents climats. Par exemple, à pareil moment, il fait excessivement froid sur la partie nord de l'Afrique, n'est-ce pas, c'est l'hiver en Europe, dans les latitudes moyennes. Donc, nous sommes dans les tropiques, d'accord, et 30-30. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il y aura une interaction entre ce qui se passe au nord de l'Afrique, également notre climat que nous sommes en train d'observer maintenant. Donc, c'est clair que avec la descente des alizés, la descente des vents qui nous viennent, n'est-ce pas, du nord de l'Afrique et du nord de l'Afrique qui viennent ici à l'intérieur de la partie ouest de l'Afrique ou bien dans la partie de température. Ça, c'est le premier facteur. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer parce qu'il n'y a pas de frontière entre les vents, il n'y a pas de frontière entre les climats, n'est-ce pas? Elle est juste conceptuelle, mais sinon, il y a toujours une interaction entre ce qui se passe au niveau de la moyenne latitude et également ce qui se passe dans le tropique. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est par rapport au corollaire de ce temps que nous sommes en train d'observer, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout ce qui a comme vent qui nous dérange, l'harmattan s'installe parce que nous sortons juste de la saison sèche, de la saison des pluies. Et pendant la saison des pluies, c'est les vents du sud-ouest qui prennent le dessus, n'est-ce pas? Avec une remontée du front intertropical, du flux de l'humidité, on a la pluie. Et à partir du mois d'octobre, du mois de novembre, ces vents que j'ai matérialisés tout de suite, les vents nord-est vont prendre le dessus. Et ces vents nord-est-là, c'est les vents le plus souvent que nous matérialisons, les vents qui viennent des vents de l'harmattan. C'est un vent sec, n'est-ce pas, qui nous descend des moyennes latitudes. Et ces vents-là, le plus souvent, comme dans nos régions ici, au nord du Sahel, sur la partie nord du Niger, également la partie nord du Tchad, également sur la Mauritanie, également nord du Mali, c'est une zone qui est quand même qui est sèche, c'est le désert. Alors quand il y a ces alizés-là qui descendent, ils vont trouver une large étendue de sable, n'est-ce pas? Et le plus souvent, avec la force du vent qui s'accélère, il y a toujours ce soulèvement de poussière qui est là. Et du moment que c'est une propagation d'est-ouest, c'est normal que nous puissions expérimenter cette poussière en suspension qui va durer jusqu'au début de la saison des pluies 2025. Donc, c'est clair, nous avons d'abord la baisse des températures compte tenu de l'interaction, également la descente de la poussière et des vents, n'est-ce pas, qui vont affecter toute l'Afrique occidentale. Il est également mentionné ici, comme vous l'avez dit, de la poussière en suspension. Nous avons des zones sources de poussière. Donc, une fois que ces alizés-là descendent, ils feront face à ces zones sources de poussière. Donc, plus la vitesse des vents va augmenter. Ici, sur le Tchad, et sur le désert, au niveau de Kawa, sur le Niger, au niveau du Mali, sur la partie est du Mali, vers le Oga, également vers la Mauritanie, ce sont des zones sources de poussière. Donc, ce qui fait en sorte que nous aurons, la baisse des températures, nous aurons de la poussière, nous aurons également une accélération des vents. Donc, voilà un peu ce qui matérialise ce temps, n'est-ce pas, de saison sèche-froide. Ici, quand on fait la comparaison des températures minimales, les températures minimales, c'est-à-dire les températures, les plus basses températures enregistrées au cours de la journée, c'est-à-dire sur 24 heures, qui est la plus petite température. Quand on fait ces comparaisons, on constate que au niveau de toutes les régions du Niger, la température minimale de 2024
elle est nettement en baisse par rapport à celle de l'année passée sur toutes les localités. Et nous le constatons également du jour au lendemain avec le suivi du temps que nous faisons. Cette année, il fait excessivement froid, je dis excessivement froid, parce que même les régions du fleuve où les températures sont toujours à légère hausse par rapport aux autres localités, nous constatons que des températures qui tournent autour de 15 à 16 degrés Celsius. Et surtout Niamey, où ça fait maintenant quelques semaines où la température est en deçà de 15 degrés. Le volet reportage de cette édition est consacré au panier de la ménagère. Nos correspondants de Dosso s'est intéressé au niveau de certains marchés afin de s'inquérir du prix de certains produits. Ibrahim Boubacar et Soumela Abdoulaye. À Dosso, commune urbaine, l'inflation des produits frais marque aussi avec beaucoup d'acuité les familles à faible revenu. En effet, depuis quelques jours, la population assiste à une augmentation sans précédent de ces produits dont la disponibilité ne fait pourtant pas défaut. La tasse de l'oignon qui s'est vendue il n'y a pas longtemps à 1000 francs se vend aujourd'hui à 4000 francs. La tomate de 1000 francs est passée à 2000 francs. Le piment vert, le poivron, le chou et la pomme de terre ont tous connu une augmentation. Une situation qui vit très difficilement la population, à l'exemple de cette dame venue pour le marché qui n'a pas manqué de lancer un cri de cœur aux autorités compétentes. wato waran kona an ganon di so a ini yazan ine waibu izinza ba farim kan di go ha ku son wa yazan gun dalwai dan akai go ci serekti im fabirga fonda im feri aya kulum te ka bori zami hawo manka i miskina yo da me hawa ka jina cha da manni ni magana mo me haw mekanik ba mu du fo gine kare ko kin daga te no rusino amante emir gaksine. Précisons aussi que dans les témoignages hors micro, les revendeurs qui n'ont pas aussi manqué d'inviter les autorités à des mesures d'assouplissement ont expliqué la question par l'augmentation des prix du transport et les tracasseries sur les différents péages routiers. Du sport dans cette édition, dans le cadre des préliminaires qualificatifs du championnat d'Afrique des Nations CHAN, le Niger s'active dans les préparatifs afin de disposer d'une équipe MENA A'. Les joueurs locaux sont depuis quelques jours au centre technique de la FENIFOOT afin de sélectionner les meilleurs joueurs pour former l'équipe nationale. Ismaël Moumouni. Faire valoir les compétences footballistiques afin d'intégrer l'équipe A' du MENA, objet de ce regroupement au Centre technique national de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT des joueurs locaux. Ces Nigériens qui évoluent dans le club du pays s'activent pour être sélectionnés dans l'équipe nationale. Les entraînements se passent très bien. On s'entraîne 2 fois par jour. Et physiquement, on essaie d'être prêt parce que, vu le championnat, la fatigue, bon, on essaye de se prendre. Il y a des joueurs de l'AS Douanes, les joueurs de l'AS Fan. On essaye d'être ensemble parce qu'on ne joue pas dans le même club et dans les mêmes clubs aussi. On essaye d'être à l'internat pour mieux se comprendre, pour jouer face au Togo parce que ça ne serait pas facile, parce qu'on les a éliminés 2 fois. Ils étaient prêts aussi. Ils se préparent aussi pour nous gagner parce qu'ils ne vont pas laisser que ça se passe 3 fois ou 2 fois. Et nous, on fait tout pour qu'on soit apte et de gagner le match aussi. Je me sens très bien parce que c'est une fierté pour moi et c'est une fierté pour les autres aussi. C'est une fierté de qualifier notre pays pour la CHAN. C'est à l'un des meilleurs entraîneurs du continent africain, à savoir Haroun Abdullah, que revient la tâche de sélectionner les meilleurs joueurs pour former le MENA A', qui va participer aux préliminaires qualificatifs du championnat d'Afrique des Nations CHAN. L'équipe nationale, c'est d'abord un niveau. Il faut avoir le niveau de l'équipe nationale. Et il faut être régulier dans son club. Je pense que là, l'effectif qu'on a, c'est des joueurs qui ont, de notre point de vue, régulièrement joué, en tout cas cette début de saison, avec leur équipe. Il y en a qui sont à 6, il y en a qui sont à 5 matchs de jouer sur 6 journées. On s'est basé sur ça. On s'est basé aussi sur la qualité intrinsèque des joueurs, poste pour poste, pour choisir
et constituer cette équipe. Certes que bon, peut-être qu'on aura fait quelques oublis. Bon, peut-être que les gens diront qu'on n'a pas appelé X ou Y pour telle ou telle raison. Bon, nous aussi, nous avons nos raisons. Il y a des joueurs qui étaient là avec nous. On était obligés de s'en séparer hier parce qu'ils traînent des blessures et on pense qu'ils ne seront pas récupérables d'ici le 22. On pourrait les rattraper après si éventuellement on se qualifiait pour le CHAN. Une fois cette équipe formée, les poulains de Haroun Doula vont affronter au deuxième et dernier tour des éliminatoires les éperviers locaux du Togo en aller et retour, respectivement le 22 décembre à Lomé et le 27 décembre à Bamako. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.